Bienvenue à tous, en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La mobilisation sociale marque le pas. La CGT évoque près de 2 millions de personnes dans les rues. Le ministère de l'Intérieur compte quelques 560 000 manifestants contre la réforme des retraites. Malgré ce net repli, les leaders syndicaux maintiennent aujourd'hui la journée de mobilisation du 6 novembre et préviennent que le combat laissera des traces. Notre invité politique pour en parler ce soir, il est ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, dans un instant. Et puis à la veille des départs en week-end de la Toussaint, la SNCF annonce un trafic TGV quasi normal et une nette amélioration pour les TER. Du côté des transports aériens, le retour à la normale est prévu demain sur les routes. 85% des stations-service sont ouvertes. C'est un sommet très tendu ce soir à Bruxelles. Tout le monde n'est pas d'accord sur une éventuelle modification du traité de Lisbonne proposée par Paris et Berlin. Analyse tout à l'heure de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. 2 fois moins de monde dans les rues à Paris et en province aujourd'hui que lors de la précédente mobilisation. Les syndicats dénombrent 2 millions de personnes contre 560 000 manifestants. Dans certains défilés, les manifestants faisaient grise mine. Il faut dire que l'espoir de faire reculer le gouvernement n'est plus d'actualité après le vote de la loi sur la réforme des retraites. Mais les syndicats n'entendent pas baisser les bras. On va écouter tout de suite les leaders de la CGT et de la CFDT, Bernard Thibault et François Chérec. Il n'est pas aberrant, une fois qu'une loi est adoptée, de continuer de pouvoir la contester si on la considère injuste, et c'est le cas de 3/4 de la population française, pour demander une révision et en l'occurrence, à ce stade, une non-promulgation par le chef de l'État qui doit prendre la mesure du climat social, du mécontentement social qui va durablement s'installer si cette loi est promulguée. Le gouvernement a fait passer sa loi, certes, mais dans l'opinion publique, dans les mentalités dans notre pays, c'est un échec fort de la part du gouvernement. Pour 2 raisons. 1, tout le monde a compris qu'elle était injuste et ça ne rend pas vraiment populaire. Et 2, tout le monde sait qu'elle n'est pas financée et qu'il faudra y revenir. Et le ministre du Travail, Éric Woerth, espère ce soir, je cite, une sortie de crise dans les jours ou les semaines qui viennent. On en avait beaucoup parlé lors des précédentes mobilisations, la participation des jeunes. Même si plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté aujourd'hui à Rouen, à Nantes ou encore à Toulouse, le mouvement des jeunes a du mal à se structurer. Tous les détails avec Fabrice Cunet. Et les étudiants répondent résistance! Et la résistance s'organise chez les étudiants. À l'image de ce groupe venu de Montrouge, le mouvement essaie de se structurer. On a créé un collectif dans notre école qui soutient les actions et qui informe les étudiants sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur les assemblées générales des autres facultés de Paris. Et voilà, on se met en lien avec les autres universités. Dans le cortège, très encadré, tout le monde a en tête la victoire du CPE. Fac et lycée avaient été bloqués, une alternative qui ne serait pas encore d'actualité. La finale n'appelle pas blocage des lycées, tout simplement à des assemblées générales, à du débat, discuter de la réforme des retraites et dire aux gens voilà pourquoi on se mobilise, pourquoi il est important de descendre dans la rue. Dans le cortège parisien, la mobilisation est visiblement moins forte. La faute aux vacances ou véritable essoufflement. Sentiment mitigé derrière les banderoles. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se regroupent pour faire des actions ensemble. Et du coup, de là, moi j'espère que ça va aller plus loin et que les vacances, ça va pas faire que le mouvement s'arrête, justement. Pour les syndicats, la question est cruciale. Le mouvement a besoin d'une forte mobilisation des étudiants et lycéens, alors que certains secteurs suspendent la grève. C'est pas qu'on compte sur eux. Vous savez, malgré les manipulations du gouvernement qui ont laissé à un moment entendre que les syndicats avaient appelé après les partis politiques, les jeunes, c'est leurs organisations qui appellent à manifester. Donc il y en a aujourd'hui. Tous les regards se tournent déjà vers la mobilisation du 6 novembre. Les vacances seront alors finies. D'ici là, le mouvement social se joue peut-être à Montrouge ou Figeac. L'invité du 22h, il est sénateur UMP des Hauts-de-Seine et ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. D'abord, avant d'aborder les sujets de fond, parlons d'un sujet de forme. À chaque mobilisation, c'est toujours le même scénario du comptage qui diverge. Comment l'ancien ministre Pasqua faisait les comptes ? Mais comme on les fait à l'heure actuelle. On sous-évalue un peu ? Non, on avait un système qui consistait à effectivement comptabiliser les gens par fil. Alors, il pouvait y avoir quelques erreurs, mais pas dans les proportions que l'on indique. De même, lorsque les syndicats annoncent 2 millions de personnes, 3 millions, tout ça,
n'est pas très sérieux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Justement, le sujet de fond, c'est la 7e journée de mobilisation. Il y a un coup de mou, il y a un net recul, mais comment vous interprétez quand même toujours ces milliers, voire millions de gens qui sont dans les rues? Qu'est-ce que ça représente? Il est indiscutable, en dehors du problème même des retraites, qui en réalité n'a peut-être pas été suffisamment bien présenté, en tous les cas qui n'a pas bénéficié de la part des médias d'une présentation assez large. Ah, la faute aux médias, pas au gouvernement. La faute aux médias. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu réellement d'explication de texte. Et ça, c'est pas en ce qui concerne le pas au gouvernement de faire de la pédagogie sur sa réforme? Oui, mais encore faut-il que ce qu'il dit soit repris. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu de la part du gouvernement une préparation de l'opinion insuffisante. Mais je crois que plutôt que de rechercher la faute et de l'imputer au président de la République ou au gouvernement ou à ceci ou à cela, il faut dire un certain nombre de choses. Dans ce pays, les réformes sont très difficiles. Parce que les Français sont globalement conservateurs. Chaque Français est partagé en deux. Il est pour la réforme, à condition que ça touche le voisin. Mais il ne veut pas que ça le touche lui. La réalité, elle est là. Donc il est très difficile de faire quelque chose. Dans le même temps, il faut se rendre compte que la réduction du temps présidentiel, le fait que nous sommes passés du septennat au quinquennat, oblige le pouvoir à aller beaucoup plus vite. Parce qu'en réalité, sur un quinquennat, il dispose en tout et pour tout de 3 ans. Mais Charles Pasqua, sur un point important, l'acceptation de cette réforme, est-ce que selon vous, elle vous paraît vraiment juste et équitable? Est-ce que certaines personnes dans les rues, quand on les entend, eh bien, ils se disent pourquoi ne pas faire payer ceux qui sont les plus fortunés, disons? Mais parce que de toute façon, ça ne résoudrait rien du tout. Oui, mais je veux dire ça ferait passer la pilule peut-être. Oui, mais bien entendu. Mais la réalité est tout autre. Les gens sont inquiets, ils ont raison. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que les choses ont profondément changé? Moi, j'étais contre le traité d'Amsterdam. J'étais contre la marche forcée vers l'Europe. Mais on y est. Tout ça est derrière nous. Et d'autre part, il y a la mondialisation. Ce qui veut dire que de toute façon, le système de protection dont les Français ont bénéficié et le fait qu'un certain nombre de partis politiques, qu'il s'agisse du Parti socialiste, du Parti communiste, des gaullistes eux-mêmes, tous étaient pour l'intervention de l'État. Aujourd'hui, tout ça est fini. Est fini. La réforme des retraites, elle est votée. Il y a ceux qui reprochent aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de ne pas avoir cédé, comme tant d'autres de ses prédécesseurs, à la pression, à la volonté de la rue, disent certains. Et puis il y a ceux qui lui sont désormais, Charles Pasqua, reconnaissants d'avoir été fermes pour réformer. Vous êtes dans le camp de réformateurs? Ah ben oui, bien entendu. Donc vous pensez qu'il va récolter les fruits de cette réforme un peu plus tard, en 2012? Oui, je ne sais pas s'il récoltera les fruits, mais à la limite, c'est pas mon problème. Ah mais c'est le sien. Oui, mais le sien, il est d'une autre nature. Le président de la République a des devoirs. Il a des devoirs vis-à-vis du pays. S'il considère qu'une réforme est indispensable, il doit se battre pour la faire passer. Quel que soit le nombre de millions de manifestants dans la rue. Mais écoutez, ou bien on considère qu'on est dans une démocratie et on respecte les règles, ou bien on considère que c'est la rue qui doit l'emporter. Alors je mets les gens qui manifestent en garde, parce que ceux qui manifestent aujourd'hui dans un sens pourraient très bien demain se trouver confrontés à des manifestations dans l'autre sens. Ce n'est pas souhaitable. Les grèves sont légitimes. On a le droit de faire grève, on a le droit de protester. On a le droit également de condamner l'action du gouvernement, alors justement, de s'opposer à lui. Est-ce que l'attitude du Parti socialiste a été, selon vous, comment vous l'avez jugé? Je crois que le Parti socialiste est un peu comme les dirigeants syndicaux. Il a été complètement dépassé par l'ampleur du mouvement. L'ampleur du mouvement révèle surtout une crainte de l'avenir, la peur. Et il y a dans ce pays 2 catégories de gens. Il y a ceux qui passent leur temps
à pleurnicher et à ceux qui se battent. Je sors d'une réunion d'un centre de formation par l'apprentissage de mon université. On a vu des jeunes gens et des jeunes filles qui se battent. Ça, c'est une réalité. Mais Charles Pasqua, il y a aussi l'autre réalité. Il y a des gens, il y a la crise qui est passée par là. Il y a des gens qui sont dans la précarité et qui ne voient pas l'avenir. Est-ce que, selon vous, Nicolas Sarkozy joue assez son rôle de président rassembleur de tous les Français? Eh bien, naturellement, il faut qu'il soit rassembleur de tous les Français. Ah, il faut. Donc, il y a encore des efforts à faire. Oui, naturellement, bien sûr. Je pense que cette réforme, une fois actée, une fois passée, j'espère d'ailleurs que les syndicats se rappelleront qu'il faut savoir terminer une grève. Maintenant, ça devient un peu grotesque, n'est-ce pas? On a fait grève pour empêcher le vote de la loi. Très bien, la loi est votée. Maintenant, on fait grève pour dire que le président ne doit pas signer. Donc la journée de mobilisation de 6 novembre, on n'a pas de légitimité pour vous? Non. Je considère que cette journée ne sert à rien et qu'elle est totalement déphasée par rapport aux responsabilités des syndicats et des hommes politiques. Nous sommes dans une démocratie, il faut respecter les règles. Si le pouvoir actuel ne convient pas, eh bien, ils n'ont qu'à faire campagne contre le pouvoir actuel le moment venu et le battre. Mais ce n'est pas dans la rue que ça doit se passer. Les risques sont considérables de dérapage et qu'en définitive, ce soit la démocratie qui en fasse les frais. Nicolas Sarkozy a raison de ne pas céder, il ne faut pas céder. Alors, tout au long des débats sur la réforme des retraites, Charles Pasqua, il y a eu une affaire en particulier qui a pollué quand même ces débats, c'est l'affaire Bettencourt. On l'a appris donc hier, le procureur Philippe Courroy a reçu l'ordre de laisser la main maintenant à 1 ou 2 juges d'instruction. Est-ce que c'est une bonne chose déjà? Oui, certainement. Parce que ce qui est reproché à Philippe Courroy, c'est de profiter de sa position de procureur pour conduire des enquêtes préliminaires. Les enquêtes préliminaires se font uniquement sous l'autorité du parquet. Personne ne sait ce qu'il fait, personne ne connaît les investigations qui sont conduites et il n'y a aucun contrôle. Lui, il défend ce soir son travail en parlant, je cite, d'un modèle du genre. Vous le connaissez bien. Oui, ça je le connais bien. Oui. Il vous aime. Alors pour moi, très honnêtement, c'est tout à fait le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois que j'ai eu affaire à lui, bien entendu, et pour moi, il n'est pas le modèle du magistrat que les Français devraient espérer. Et donc aujourd'hui, le procureur général de Versailles a décidé qu'il fallait passer de l'enquête préliminaire à une réelle information, ouvrir une information et donc nommer des juges d'instruction. Et dans le même temps, il est pour le dépaysement de cette affaire, parce que cette affaire, de surcroît, s'est transformée en une guerre personnelle entre le procureur de la République et la vice-présidente du tribunal de l'Inde. Est-ce qu'il a pu mener son enquête, disons-le, de manière partiale? Ah ça, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne sais pas. Mais il est considéré comme n'ayant pas respecté toutes les règles de la profession. Et en tous les cas, ce qui est lamentable, c'est cette querelle qui a discrédité à la fois le procureur et le vice-président du tribunal. Merci Charles Pasqua de cet entretien, donc d'avoir été l'invité du 22h et en direct. Merci à vous. Dans un instant, notre débat, nous allons toujours parler des manifestations dans les rues aujourd'hui. Il y avait des manifestants bien sûr, mais il y avait aussi des syndicats et il y avait aussi des politiques. Les leaders de gauche faisaient partie des cortèges, la bataille parlementaire pliée. Les regards se tournent du côté de Nicolas Sarkozy. Martine Aubry l'appelle à ne pas promulguer la loi. On va écouter justement les principaux leaders de gauche alors que ça fait bondir Charles Pasqua. Toutes les semaines, on nous dit que c'est fini, qu'il y a moins de monde, alors si bien que, comme il y a de moins en moins de monde, je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a carrément personne pendant qu'on y est. Les Français, quand on les interroge encore ce matin, disent 2 Français sur 3, ce mouvement est légitime, malgré le fait que l'Assemblée et le Sénat ont voté, et disent cette réforme est injuste. Ce qui nous paraît être la conséquence logique d'une telle mobilisation, 5 mois durant, des millions de gens dans la rue, un soutien de l'opinion qui ne s'est jamais démenti.
la suite logique devrait être de ne pas promulguer. L'objectif, c'est que le chef de l'État agisse en chef de l'État et soit capable d'un geste d'apaisement vis-à-vis d'une population française qui est aujourd'hui à cran, qui en a ras-le-bol et qui se sent méprisée par le vote de cette loi. Allez, retour sur le plateau du 22h. Nous allons à présent tenter de comprendre quelles peuvent être les conséquences de cette mobilisation sociale qui sonne pour certains comme une fin de combat. La majorité est bien sûr pressée de clore ce dossier explosif. La gauche n'a pas forcément, nous le verrons, gagné en crédibilité. Et puis les syndicats semblent être dans une position délicate. On va en parler avec nos invités. Éric Bonnet, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur des études BVA Opinion. Et avec vous ce soir, Carole Bitoun, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historienne et auteure avec Pierre-Louis Basse de ce magnifique ouvrage un peu lourd, voilà, on le voit à l'écran, intitulé L'histoire de France vue à travers ces manifestations de rue, de la commune à nos jours. On va en parler. Alors Éric Bonnet, le gouvernement se retient de crier victoire, la gauche n'en sort pas plus crédible de ce mouvement, et puis les syndicats vont devoir expliquer aux Français dans la rue qu'il va falloir rentrer chez eux. Qui a la position la plus délicate aujourd'hui ? Chacun a une position délicate. C'est-à-dire que si on commence par Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a la position la plus délicate. Les Français restent très majoritairement hostiles à la réforme des retraites. Ils continuent de soutenir les manifestations et les grèves. Et la semaine dernière, on leur demandait s'ils continueraient de soutenir les manifestations, même si le texte était adopté par le Parlement. Et à une écrasante majorité, 59%, ils répondaient non. Ils répondaient oui, qu'ils continueraient de soutenir les manifestants. Donc Nicolas Sarkozy a une position assez difficile, puisque de deux choses l'une, soit les manifestations reprennent après les vacances de la Toussaint, ce qui ne paraît pas le plus probable, mais auquel cas à ce moment-là le pays pourrait être complètement paralysé. On peut imaginer qu'au bout de plusieurs semaines, il considère que les conséquences du blocage du pays seraient encore pires que retirer une partie de la réforme. Et ce serait catastrophique politiquement pour lui, puisque naturellement reculer ne lui profiterait pas sur sa gauche, mais en revanche décevrait énormément l'électorat de droite, et donc il perdrait sur les deux camps. Ce serait une bérésina politique. Le deuxième scénario, le plus probable, c'est qu'au bout d'un certain temps, le mouvement finisse par s'épuiser et par s'arrêter. Auquel cas, pour Nicolas Sarkozy, les choses ne seraient tout de même pas très faciles. Pour bien comprendre, il faut se souvenir qu'en 2007, Nicolas Sarkozy, il a gagné en réussissant à rassembler d'une part l'électorat de droite traditionnel et d'autre part les catégories populaires. Aujourd'hui, avec cette réforme des retraites, il peut espérer ressouder, reconquérir l'électorat de droite traditionnel qui, lui, contrairement à l'ensemble des Français, est favorable à cette réforme. En revanche, les catégories populaires qui avaient voté pour lui en 2007 parce qu'ils avaient été sensibles au discours sur le pouvoir d'achat, ces catégories populaires, ce sont les plus hostiles à cette réforme des retraites. Et donc ce sera très difficile pour Nicolas Sarkozy de reséduire ces catégories populaires, même s'il parle sécurité ou immigration, car ces thèmes sécurité et immigration, c'est moins important pour ces catégories que les retraites et le chômage. Et difficile pour les syndicats et pour la gauche de sortir de ce conflit. Carole Bitoun, est-ce que de tout temps, il a été justement difficile de terminer, de clore, de sortir d'un mouvement social ? C'est toujours effectivement difficile, mais c'est pas parce qu'une grève... c'est pas parce qu'une loi a été votée qu'un mouvement s'est terminé. On l'a vu, on a des exemples, on les cite. Allez-y, dites-nous. Je ne sais pas, le plus récent, évidemment, c'est le CPE. Donc la loi a été votée et pourtant, le mouvement a fait plier le gouvernement. On a en 1973, les lycéens descendent dans la rue pour protester contre la loi Debré, qui avait été votée en 1970 et qui est promulguée en 1973. Donc les lycéens attendent plusieurs années avant de descendre dans la rue pour protester contre cette loi qui était pourtant là. Éric Bonnet, justement, sur les syndicats, certains, et notamment pour la CFDT, on leur reproche peut-être qu'ils payent leur stratégie de recentrage, c'est-à-dire vers la négociation. Est-ce que c'est le cas ? Par exemple, François Chérec qui a tendu une énorme perche là, sur les négociations avec le gouvernement, sur l'emploi des jeunes, sur l'emploi des seniors. Est-ce que ça peut lui être néfaste ? Pour le moment, ce qui est perçu des syndicats, c'est que c'est assez rare, ils étaient plutôt unis contre cette réforme. Ce n'était pas le cas, par exemple, en 2003, où la CFDT avait une position plus modérée dès le début. Là, il y a plutôt une image dans l'opinion, pour le moment, de front uni syndical contre la réforme. Pour l'instant, c'est ce que l'opinion perçoit. Ensuite, il y a, en vérité, des grandes différences d'un syndicat à l'autre, mais pour le moment, ce n'est pas encore perçu par l'opinion. Ensuite, ça va dépendre de l'évolution du conflit. Soit il s'éternise, il se radicalise, et à ce moment-là, le front syndical peut se fissurer, ce qui pourrait nuire
à l'un des camps ou à l'autre camp syndical, soit au contraire, le mouvement syndical, les manifestations s'arrêtent d'elles-mêmes et à ce moment-là, il n'y aura plus de querelle possible. Et dans toute l'histoire du syndicalisme français, est-ce que vous avez comme ça en tête une victoire, une bataille qu'ils auraient remportée face à un gouvernement en place en particulier ? Un syndicat, vous voulez dire une bataille syndicale? Dans l'histoire du syndicalisme français, est-ce que souvent ils sont venus à bout justement d'un gouvernement et puis on peut pas mesurer immédiatement les effets d'une manifestation. Il faut attendre un petit moment. C'est pas immédiat, sauf pour lorsque les agriculteurs manifestent, on a des effets immédiats du côté du gouvernement. Mais c'est vrai que donc ils peuvent récolter le fruit de leur mobilisation, de leur unité un peu plus tard. Il faut du temps, rien n'est joué. Et Carole Biton, dans ce livre, il y a des images vraiment magnifiques, on va essayer de vous les montrer. Vous racontez la rue en fait. À chaque image, à chaque histoire, il y a la rue. C'est un acteur essentiel de la vie politique française, oui, la rue. Voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est que la rue est devenue une force politique et a grandi. C'est une force politique qui a grandi en même temps que la démocratie en France. Et c'est difficile. J'entendais Charles Pasqua qui parlait du suffrage universel. Les gens n'ont qu'à voter, ils n'ont rien à faire dans la rue. Mais non, parce que depuis la Révolution française, d'une certaine manière, les Français ont pris l'habitude de... c'est très français, ça. Voilà, ils ont pris l'habitude de s'exprimer politiquement dans la rue. Et qu'est-ce que ça va donner, Éric Bonnet? Est-ce que dans quelque temps, on dira que Nicolas Sarkozy a résisté et qu'il a fait passer cette réforme, ou au contraire, amertume et frustration prendront le dessus? Ben voilà, les sympathisants de droite traditionnelle pourront se dire il a résisté face à la rue et plus il y a de manifestations, plus finalement ça peut conforter cet électorat de droite traditionnelle, plus il y a de manifestants, plus ils considèrent que c'est une bonne réforme. En revanche, je le disais, les catégories populaires, celles qui sont les plus hostiles à cette réforme, ils peuvent durablement avoir été déçus par Nicolas Sarkozy et ils peuvent durablement se détacher de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est au plus bas parmi ces catégories populaires qui préfèrent rejoindre soit la gauche, soit le FN. Et c'était un problème pour Nicolas Sarkozy, car il lui faudra bien en reconquérir dans la perspective de 2012. Merci beaucoup à vous deux pour cette analyse et puis pour ce retour dans l'histoire toujours nécessaire. Carole Biton, je rappelle donc, qui est l'auteur de ce livre avec Pierre-Louis Basse, intitulé « L'histoire de France vue à travers ces manifestations de rue de la Commune à nos jours ». Merci d'avoir été avec nous. Merci. La suite du 22h et dans un instant, restez avec nous. C'est le décodage économique de Jean-Louis Gombault. Mais d'abord, on va regarder tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Youssef Alawa. 3 mois après le fiasco de la Coupe du Monde, Ramayad a ouvert aujourd'hui les États généraux du foot voulus par Nicolas Sarkozy. Objectif, permettre une grande réflexion sur le football français, mais surtout réformer la gouvernance de la fédération. La secrétaire d'État au sport espère qu'ils déboucheront sur une réforme de grande ampleur. Claude Allègre attaqué par l'Académie des sciences. Dans un rapport publié aujourd'hui, les scientifiques confirment que les émissions de gaz carbonique sont bien à l'origine du réchauffement climatique. Des conclusions qui discréditent la thèse de Claude Allègre, pour qui le rôle exact du CO2 sur le climat n'était pas démontré. La place du leader du Front National est-elle dans une école de journalisme? C'est en tout cas l'idée qu'a eu le directeur du Centre de formation des journalistes. Résultat, Jean-Marie Le Pen s'est exprimé ce matin dans les locaux de l'école aux grandes dames de plusieurs étudiants. Une chose, soit les étudiants ne connaissent pas du tout Jean-Marie Le Pen, et c'est pas les voir 1 heure pendant leur scolarité qui va changer grand-chose. Soit ils connaissent très bien Jean-Marie Le Pen, et on peut l'espérer parce que ça fait 40 ans qu'il est dans les médias, et donc 1 heure au CFJ, ça ne leur rapportera pas grand-chose non plus. Donc l'argument pédagogique, qui est le seul avancé par la direction, ne tient pas 1 seconde. C'est maintenant au tour de la Commission européenne de critiquer le bouclier fiscal. Bruxelles juge ce dernier inéquitable car il ne s'applique pas aux contribuables domiciliés hors de France. Pour Christine Lagarde, cet avis n'est pas tout à fait légitime. La France devra pourtant tenir compte des injonctions de la Commission, faute de quoi Bruxelles pourrait saisir la Cour de justice européenne. Le décodage avec Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. On vient de parler de Bruxelles, mais cette fois-ci, on va parler ce soir d'un sommet, d'un Conseil européen qui a l'air d'être très tendu.
Oui, il est très tendu parce que l'Europe est véritablement au perron de changements extrêmement importants et ce qui suscite énormément de débats. Le problème, c'est comment ne pas se retrouver dans la situation où nous avons été au printemps dernier lorsque l'Europe a failli sombrer à l'occasion de cette fameuse crise grecque. Depuis, on s'est dit qu'il faut absolument avoir des mesures préventives pour empêcher d'en arriver là, ce qui veut dire surveiller les États, ce qui veut dire les sanctionner. Et alors, à partir de là, tout le monde, évidemment, est d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, surveiller un État? Comment on le surveille? Comment on le sanctionne? Qui est l'arbitre? Quelles vont être les pénalités? Qui va siffler les pénalités? Quels vont être le type de pénalités qu'il va falloir subir? Des pénalités politiques, des pénalités financières. Donc, il y a déjà un très, très grand débat au sein des 27. Et tout s'est compliqué lorsque, la semaine dernière, les Français et les Allemands ont signé un document commun en disant « Voilà nos propositions sur la table ». Autrement dit, les Français et les Allemands, de concert, ont squeezé les compétences de la Commission européenne qui a, dans les statuts de l'Union européenne, c'est elle qui a la prérogative de faire des propositions et elle amène les 25 autres, à se prononcer sur ces propositions, d'où un cafouillage d'entrée de jeu. Ouais, certains avaient même parlé d'un diktat franco-allemand. La commissaire européenne a même parlé de 2 pays irresponsables, ce qui est quand même très très grave qu'un commissaire traite de cette façon 2 pays fondateurs de l'Union européenne. Et Jean-Louis, malgré ce climat un petit peu tendu, eh bien, un plan a quand même été adopté ce soir. Important. Oui, mais les informations qu'on a montrent que c'est assez imprécis. Évidemment, il confirme le fait qu'il va falloir prendre des sanctions. Donc le principe est acté, adopté. Mais on ne nous dit pas exactement lesquelles. Et on ne nous dit pas si ce sera automatique. Et puis, on a adopté l'idée de prolonger le fameux plan de sauvetage de 500 milliards d'euros qui avait été adopté, rappelez-vous, au printemps dernier en catastrophe, parce qu'il est limité jusqu'en 2013. Et on sait très bien que s'il tombe à l'eau en 2013, c'est reparti pour un tour et une nouvelle crise se prononce. Le problème, c'est que ce plan a de telles conséquences que les Allemands disent, écoutez, nous voulons bien reconduire ce plan, mais à ce moment-là, il faut revoir le traité de Lisbonne, il faut revoir les textes fondamentaux. Donc c'est une remise en chantier absolument considérable qui jette un trouble à l'intérieur des 27 qui disent oui, mais enfin si on revoit, regardez, on a eu tellement de mal à adopter, les Irlandais, les Tchèques disent on a eu tellement de mal, on risque de tout remettre à plat. Que voulez-vous exactement remettre dans ce nouveau traité? Voulez-vous tout chambouler ou changer tel ou tel détail? Donc les principes, on est d'accord, mais on voit bien que quand on va commencer à rentrer dans les détails, les débats vont rebondir. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle, le principal titre, c'est la mobilisation sociale qui marque le pas. La CGT évoque près de 2 millions de personnes dans les rues. Le ministère de l'Intérieur compte quelques 560 000 manifestants contre la réforme des retraites. Malgré ce net repli, les leaders syndicaux maintiennent la journée de mobilisation du 6 novembre et préviennent que le combat laissera des traces ce soir. Le ministre du Travail, Éric Woerth, espère, je cite, une sortie de crise dans les jours ou les semaines qui viennent. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Prochain rendez-vous d'information demain à 19h. Je vous souhaite un très bon week-end de la Toussaint et j'aurai le plaisir de vous retrouver mardi soir à 22h en direct bien sûr. Belle soirée à vous. Il fait partie de la jeune génération de patrons qui vont faire de plus en plus parler d'eux. Président pour la France du groupe Accenture, Christian Nibourel sait qu'il n'y a pas d'économie sans harmonie. C'est pourquoi il est tout autant attaché à la performance de son groupe qu'à son cheval de bataille, l'empreinte sociale des entreprises. Et oui, les deux vont de pair et c'est dans Leader. Leader, l'économie par ceux qui la font, c'est ce soir à 23h sur Public Sénat. Bienvenue dans ce premier numéro de ce nouveau rendez-vous sur Public Sénat,
Tous au vert. Depuis le sommet de Copenhague, eh bien, on sait que les États ne peuvent pas tout en matière d'écologie, qu'il faut aussi compter sur les citoyens, sur les associations, sur les entreprises. Eh bien, nous avons sélectionné 24 initiatives un peu partout dans toute la France pour les mettre en compétition. Et à la fin, au mois de juin, eh bien, il n'en restera qu'une de ces initiatives et elle remportera le prix Tous au vert. Qui va départager ces initiatives? Eh bien, je vais vous les présenter. Vous venez de le voir dans notre générique. 6 jeunes issus des différentes régions de France. Je commence par ma droite, Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour Samuel. Charlotte, bonjour Charlotte. Mylène, bonjour Mylène. Bonjour. À ma gauche maintenant, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Mathilde, bonjour Mathilde. Bonjour Sam. Et Guillaume. Bonjour Guillaume. Et puis il y a un monsieur plus, un 7e participant à cette émission, Pierre Galliot de l'ADEME. Bonjour Pierre. Bonjour Samuel. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il ne prendra pas part au vote, mais il nous donnera son avis d'expert à chaque fois sur les projets qu'on va vous présenter. Tout de suite, justement, on va découvrir la première initiative sélectionnée. Je fabrique ma propre éolienne, ou comment rendre l'énergie du vent accessible à tous. C'est un stage proposé par une petite entreprise, vous allez le voir, en Isère. Fabriquer sa propre éolienne, c'est possible. Dans le Trièves, une demi-heure de Grenoble, 14 stagiaires venus de toute la France sont réunis autour de Clément pour comprendre et apprendre à monter de toutes pièces une éolienne. On va bricoler un peu, mais c'est faisable. On a l'habitude de bricoler. Clément fait partie de Tilleul, une petite société spécialisée dans l'éolien qui propose des formations au public. Durant une semaine, les apprentis ont traversé toutes les étapes de la fabrication. L'idée, c'est vraiment que ça soit démocratisé, donc c'est avec des outils simples, des matériaux simples et aussi avec des plans accessibles à tout le monde et une démarche vraiment où on essaie de partager au maximum le savoir. L'idée, c'est que tout le monde puisse fabriquer cette éolienne. C'est le dernier jour, l'éolienne est presque prête. Clément fait une petite mise au point sur l'élévation du mât. On choisit la hauteur du mât en fonction du nombre de sections de tubes qu'on veut. Ça, c'est la manille. Ok, donc voilà En fait, on va utiliser le pivot le plus bas, ça va être le mât, puisque la flèche, elle va être au début par-dessus le mât. Vous vous souvenez, puis on va venir la tirer. Allez. Tilleul s'inspire des travaux de l'Écossais Hugh Piggott, un pionnier dans le domaine du petit éolien. Il a simplifié au maximum cet appareil pour le rendre accessible à tous. La partie qui va transformer du coup le mouvement en électricité, on appelle ça la génératrice. Ou l'alternateur, c'est simplifié au maximum. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de simple, rustique, résistant. C'est la philosophie, on ne cherche pas du tout à faire quelque chose de complexe avec de l'électronique. Ce sont les stagiaires qui fabriquent sur place toutes les pièces, de la découpe des pales aux bobines électriques. Ils vont reprendre leur place ici. Et une fois que ça c'est fait, on coule la résine au-dessus. Et c'est ça qui va produire l'électricité. Certains se sont même découverts un goût pour le bricolage. Et sur une semaine, c'est assez miraculeux de partir d'une planche de bois, d'arriver à faire des hélices, de partir de fils de cuivre, arriver à faire des générateurs, de morceaux de ferraille et puis de faire une structure pour une éolienne. C'est assez miraculeux pour quelqu'un qui ne sait pas planter un clou. Une fois les derniers réglages terminés, vient le moment tant attendu de la levée de l'éolienne. Là, on voit il y a les lèvres qui frémissent. Chair de poule. Cette éolienne, qui fera 20 mètres, produira entre 2500 et 3000 kW par an, soit 50% des besoins en électricité d'une maison. Son prix de revient, 1 300 €, sans compter le raccordement au réseau, indispensable pour profiter de sa production. On fait de la lumière en plein jour, vive l'éolien. Pour l'instant, c'est marginal. Et c'est aussi ce qui fait un petit peu la beauté des choses. Et peut-être que dans quelques années, ça va percer énormément. Le solaire, il y a 10 ans, c'était marginal. Très peu de gens installaient des panneaux solaires chez eux. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc peut-être que l'éolien, ça sera le cas. Cette éolienne sera achetée par l'un des participants du stage. Quant aux autres, ravis de leur expérience, ils sont bien décidés à profiter de l'énergie qui passe au-dessus de leur tête.
Et en voilà un beau projet pour commencer, mettre l'énergie à portée de tous, hein, chacun son éolienne. Mylène, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'adore, je trouve ça totalement innovateur étant donné que je vis en banlieue parisienne et que on est triste de voir toujours en se levant des grosses paraboles trop moches qui servent à rien. Toi tu voudrais remplacer les paraboles par des éoliennes sur les toits de Paris. Totalement utile, déjà esthétiquement je trouve ça super joli et en plus ça produit de l'énergie propre, donc oui, pourquoi pas. Donc là on a vu que c'était plutôt dans un jardin, voire dans un champ, sur un toit de Paris, est-ce possible? On va se poser la question tout à l'heure. Je poserai la question à Pierre Galliot de l'ADEME quand même pour savoir si on peut avoir l'autorisation, ça m'intéresse. Mais toi Mylène, ça te séduit plutôt cette initiative, hein. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que ça donne envie, ça donne vraiment envie, j'aimerais faire la même chose en PACA. Donc il faut que Clément vienne nous faire le stage voilà, à Marseille ou dans la région. Mais ça paraît tellement simple avec lui, on voit ça, on dirait que c'est magique, il fait l'électricité devant nous. C'est énorme, hein. D'après les chiffres qui sont avancés, cette éolienne permettrait de produire 50% d'électricité pour une maison. Chauffage à part, bien sûr. C'est gigantesque. Et c'est bien parce qu'ils sont tous solidaires, ils sont tellement contents, ils sont fiers d'eux, ils prennent l'éolienne en photo avec leur appareil portable, c'est assez rigolo, quoi. Donc toi, tu aurais un jardin, tu irais faire le stage, tu construirais ton éolienne? Tout à fait, ça donne vraiment envie et j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre au bricolage. Voilà, bon, il faut un pro parce que tout seul, ça va être compliqué. Mais voilà, si j'ai l'aide, pourquoi pas. Nathalie, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Guillaume et de Mylène? Non, pas trop. Non, à vrai dire, je le comprends. Je comprends qu'on puisse trouver ça intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît pas, te refroidit, toi? Je sais pas, c'est peut-être parce que par chez moi, en Alsace, on n'a pas tellement une culture de tout ce qui est éolien. Mais tout ce qui est éolien, le vent... je sais pas, j'adhère pas. C'est pas un élément qui te séduit, toi, le vent? Non, mais c'est pas parce que je trouve ça inesthétique ou quoi, c'est juste que, je sais pas, j'adhère pas. Mais c'est une très bonne initiative, hein, mais... Oui, pas séduite. Mathilde, Dimitri, Charlotte? C'est vrai que dans la région dont je suis originaire, le vent, c'est pas la ressource. Pardon, c'est quelle région? La Picardie. La Picardie. C'est peut-être plus facile à mettre en œuvre en PACA où il y a vraiment du vent, ou au bord de la mer en Bretagne. En Bretagne? Ça, j'en doute pas. Picardie, pas tellement. Moi, ce que j'aime, c'est le côté bricolage. En revanche, je pense que là, on est quand même sur du bricolage. On ne peut pas faire ça dans son garage, quoi. Si on fait ça à la pointe du Raz, chez nous... on parlait de la Bretagne, c'est la Bretagne de Charlotte. Oui, bah moi, je trouve ça sympa, mais je trouve que ça fait un peu bricolage. Si on met ça sur la pointe du Raz, elle fait pas long feu, l'éolienne, je pense. Enfin, après, le fait de recycler les matériaux, de réutiliser, je trouve ça sympa. C'est une démarche intéressante. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au final, il n'y a qu'une personne qui profite de l'éolienne pendant le stage. Mais peut-être pour un agriculteur par chez nous, ça peut être un petit... En plus, ça peut être un petit plus. Par chez nous, Charlotte, je vous rappelle, c'est la Bretagne. Ouais, qui est ma Bretagne aussi, par ailleurs. C'est une belle région. Dimitri, tu veux ajouter un mot? Oui, je rejoins Mathilde sur le côté bricolage. Je me dis, dans le fond, mon jardin, si j'en avais un. Je ne sais pas, la durée de vie de ce type de bricolage, c'est vrai que faire le stage, c'est intéressant, c'est une sensibilisation intéressante, c'est plein de promesses, mais au niveau des normes de sécurité, j'ai un petit point d'interrogation. Ça me permet de me retourner vers Pierre Galliot de l'ADEME. Pierre, donc là, ça semble très séduisant, ça, mais je suis un peu sceptique quand même. Est-ce que tout un chacun, on peut installer ce genre d'éolienne, pof, dans notre jardin? Et beaucoup de choses intéressantes ont déjà été dites. Alors d'abord, un rappel, la France est le pays qui a le deuxième potentiel de gisement éolien en Europe. Le premier, c'est qui? C'est la Grande-Bretagne. D'accord, et après c'est nous. Voilà, donc c'est très intéressant sur les côtes, évidemment. Et puis la France s'est fixé des objectifs très importants en termes d'énergie renouvelable d'ici à 2020. Et l'éolien peut y contribuer et les citoyens peuvent chacun y contribuer. Par contre, en effet, en ville, c'est très compliqué. On a de l'air turbulent, c'est pas forcément Mylène évident. disait sur les toits de Paris. Mais... Alors là, par contre, il faudrait, non mais c'est intéressant, il faudrait des éoliennes à axe vertical et pas forcément horizontal. Donc il y a des éoliennes faites pour la ville, mais il faut des autorisations également. Donc ici, en effet, c'est plutôt pour des sites isolés, bien évidemment, puisqu'en ville c'est plus compliqué. Et vous avez évoqué des difficultés d'autorisation, c'est vrai. Alors le petit bémol, c'est que d'une part, pour les mâts de plus de 12 mètres, il faut une autorisation pour le faire. Il faut évidemment voir le voisinage, la concertation. Ensuite, pour pouvoir revendre son électricité sur le réseau, il faut pouvoir se connecter et revendre après. Voilà, par exemple, il faut pouvoir être dans une zone de développement éolien, ZDE, ce qui est obligatoire. Donc on voit bien qu'il y a
un intérêt vraiment là-dessus. Mais il faut d'abord voir la sécurité, les autorisations, c'est un travail quand même de professionnel, et puis également tout simplement le gain financier, puisque c'est un certain coût. Il faut être sûr que ce qu'on produit en énergie permet d'avoir un gain intéressant. En tout cas, j'ai bien entendu que certains d'entre vous étaient séduits quand même par cette initiative. Est-ce qu'elle va participer à notre grande finale du prix Tous au Vert en juin? Ça, on va voir à la fin de cette émission, après avoir découvert les 2 autres projets qu'on va vous montrer tout de suite. D'abord celui-ci, réconcilier l'habitat urbain avec la nature. Vous allez voir, c'est des familles de Strasbourg qui sont vraiment mises ensemble, qui sont associées.